Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Comment se mettre au sport avec son chien? Par quel sport commencer? Ou encore, comment prendre soin de son chien tout en faisant du sport avec lui? Anthony est un passionné de sport canin dont il a été médaillé de nombreuses fois. Il partage aujourd'hui de précieux conseils pour commencer le sport avec son chien et surtout nouer une belle relation de confiance avec son animal. J'espère vraiment que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour Anthony, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi sur le podcast. Bonjour, le plaisir est partagé, sincèrement. En plus, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé ici, mais ça va être le sport avec son chien et je trouve ça super intéressant, notamment en cette rentrée, vu que souvent on commence les bonnes résolutions, etc. Donc ça tombe à merveille. Oui, c'est vraiment l'occasion de parler de différentes disciplines qu'on peut faire avec son chien et j'espère apporter beaucoup d'éléments à nos auditeurs. J'en suis sûre. Et pour commencer, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, alors ça c'est la question la plus difficile, parler de soi. Donc Anthony, j'ai 42 ans, j'habite en Normandie. Je suis un passionné de sport, mais aussi et surtout un passionné de chiens depuis tout jeune, depuis que je suis enfant. Pour la petite histoire, j'allais visiter et passer mes week-ends à l'ASPA quand j'avais 9, 10, 11 ans. Ok. Voilà, parce que ma maman voulait pas que j'ai de chien, donc le seul moyen de pouvoir approcher des chiens, c'était à la SPA. Le temps aidant, entre-temps, je suis devenu 3 fois champion du monde de canicross, donc c'est de la course à pied tractée par ces chiens. 3 fois champion d'Europe, plusieurs fois champion de France, etc. etc. Donc je suis un adepte des sports canins attelés, c'est finalement allier son chien dans différentes disciplines, que ce soit le canicross, le cani-VTT, le ski de jogging, le cani-trottinette, voilà, tout ce qui finalement permet d'échanger avec son chien dans l'effort. C'est trop bien et ça soulève une montagne de questions de mon côté du coup. Alors, je trouve ça génial, ta maman voulait pas que t'aies d'animal et du coup t'as trouvé un moyen de quand même en avoir dans ta vie. Enfin, c'est à ton âge, à l'âge que tu avais à ce Ouais, moment-là, c'est et assez fou. c'est fou, c'est que j'ai attendu 26 ans pour avoir mon premier chien parce que j'ai été triathlète professionnel et je voyageais beaucoup à l'étranger, je pouvais pas avoir de chien. Et donc mon premier chien, je l'ai eu à 26 ans et c'était Canyon, un husky, avec lequel j'ai démarré le canicross. Et c'est pour ça que je pense que je suis autant animé aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de manques durant mon enfance, adolescence, etc. Et je suis encore en train de le combler de la plus belle des manières, mais je suis encore en train de le combler. Donc t'as commencé le sport bien avant de commencer tout ce qui était sport avec son chien en fait. T'étais déjà un mordu de sport. Moi, ouais, j'ai 3 grandes passions dans la vie. C'est le sport, évidemment, en général, parce que je trouve que pour avoir un esprit aiguisé, il faut avoir un corps aiguisé. Et moi, ça a toujours été un fil conducteur dans ma vie. C'est aussi un bon moyen de se développer. C'est une super école de vie, une super école d'humilité. Et les voyages et les chiens. Et grâce au canicross, j'ai pu allier toutes ces passions-là. Donc, je me retrouve vraiment à l'endroit où je dois être sur cette terre et dans la passion dans laquelle je dois évoluer. Donc, je me sens pleinement à ma place. Et du coup, à tes 26 ans, qu'est-ce qui a fait la bascule, enfin que t'es passé de je fais du sport et je voyage donc je peux pas avoir un chien dans ma vie à c'est bon, je suis prêt et en plus je vais tout allier ensemble pour réaliser mes rêves quoi. Bah, la vie fait parfois bien les choses quand on sait écouter les différents signaux qu'elle nous envoie. Donc à 26 ans, après les championnats du monde de triathlon, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Et 2 mois après l'arrêt de ma carrière, c'était au mois de novembre en Floride, les championnats du monde. Au mois de janvier, j'ai eu Canyon, mon premier chien, mon premier husky. Et je connaissais évidemment pas le canicross, ni tout ce qu'on pouvait faire comme activité avec les chiens. Donc je me suis mis à préparer un marathon comme ça pour le plaisir. Et puis Canyon m'accompagnait sur mes sorties en libre. Et puis un jour, je suis tombé sur un article de journal qui parlait d'un canicross à côté de chez moi, le canicross d'Arc-la-Bataille. Et je me suis dit, waouh, on peut courir relié à son chien, c'est juste incroyable. Donc je suis allé sur cette course il y a près de 15 ans maintenant. Et on était, je sais pas, une quarantaine au départ. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, cette course-là brasse à peu près 600 personnes chaque lundi de Pentecôte, lundi de Pâques, pardon. Et donc c'est devenu un bel événement aujourd'hui en France de canicross. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans le milieu du canicross. Et du coup, on va revenir un petit peu plus tard sur qu'est-ce que le canicross, faire du sport avec son chien, etc. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien nous présenter qui sont les chiens qui partagent ta vie aujourd'hui? Bien sûr. Alors je vais me parler de tous mes chiens. J'en ai pas eu 1 million,
je vous rassure, j'en ai eu 5. J'en ai 5. Mon premier chien, c'était Canyon, mon husky, un beau mâle roux, charismatique. Vraiment, il faudrait le voir pour le croire. C'était vraiment un chien très apaisant, c'était vraiment la force tranquille. Il avait des yeux verts juste magnifiques. Mon rêve d'enfant, donc j'ai démarré le canicross évidemment avec lui. Je l'ai perdu il y a 5 ans maintenant, il a une tumeur à l'estomac. Ensuite, j'ai eu Phoenix, chien avec lequel j'ai été 2 fois champion du monde de canicross. Voilà, vraiment, à chaque fois, c'est des coups de cœur et c'est vraiment des hasards, les chiens qui sont arrivés dans ma vie, ça n'a jamais été un calcul. Que j'ai perdu j'ai une petite année maintenant, en tout début d'année. Ça a été très très difficile, ça l'est encore. Et puis j'ai surtout la 3 terreurs encore avec moi, et c'est ça, je m'appuie surtout sur ce que j'ai au quotidien. J'ai Opal, une belle Greyster, c'est du braque croisé avec du lévrier, qui a 7 ans maintenant, avec laquelle j'ai fait des choses incroyables, tant d'un point de vue sportif, elle a tous les titres possibles et inimaginables dans les disciplines, ski juring, canicross, cani-VTT. C'est une mère câline, et j'ai fait énormément de tournages avec elle, des tournages télé, etc. Enfin, elle est vraiment incroyable, elle est passe-partout. Ah super, je savais pas que tu faisais ça aussi. Ouais, tout à fait, et je repars en tournage avec elle la semaine prochaine, donc elle m'accompagne aussi un peu partout. Et puis j'ai mes 2 mâles, j'ai Atlas qui vient de... Alors Opal vient de République tchèque, et Atlas, qui est un beau mâle noir avec lequel je cours en ce moment au canicross, il vient de Russie. Pareil, c'est un père câlin, il fait très impressionnant, mais c'est vraiment un gros nounours. Par contre, quand il a le harnais, il adore ça, il adore courir et c'est une force de la nature. Et puis enfin, j'ai Link qui vient de Norvège, que j'ai récupéré quand il avait 1 an et demi, avec lequel j'ai fait mon record du monde sur le kilomètre. J'ai évidemment aussi gagné beaucoup de choses avec lui. Et voilà, ces 3 chiens partagent ma vie et mon quotidien. Et au moment où je te parle, ils sont voilà, vraiment à côté de moi encore. Donc voilà, c'est un plaisir de les avoir avec moi. Et à chaque fois, du coup, tu as pu partager des choses assez incroyables avec chacun d'entre eux, ce qui, j'imagine, renforce encore plus le lien que vous pouvez avoir. Bah, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais m'entraîner, partager des choses avec mes chiens, c'est vraiment, je prends des leçons de vie, des leçons de courage, des leçons d'abnégation, des leçons d'humilité. Parfois, ce que les humains ont comme principaux défauts, je trouve que les chiens ne les ont pas. On dit souvent que les chiens restent moins longtemps que les humains sur la planète parce qu'ils comprennent plus vite le chemin qu'on doit faire. Et c'est vrai qu'ils ont une vie un peu parfois trop courte, mais c'est vraiment une motivation à part entière et une inspiration pour moi. Et tout ce que je fais, c'est vraiment eux qui m'inspirent dans mon quotidien, à la fois sportif et dans tout ce que je développe à côté. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, avec mon équipementier, on a développé une gamme de produits qui portent chacun le nom de mes chiens. Il y a un baudrier de canicross qui s'appelle Canyon, il y a une longe de canicross qui s'appelle Opal, il y a une barre de VTT qui s'appelle Link, et il y a un harnais de canicross qui s'appelle Phoenix. Voilà, il faut juste que je trouve un truc pour Atlas, mais ça va le faire. C'est vrai, je pense qu'on te rejoint tous là-dessus, sur le fait que nos chiens vivent clairement pas assez longtemps et c'est tellement de bonheur au quotidien. Je sais même pas comment conclure ça, enfin, je trouve ça trop beau. T'en as déjà parlé, mais c'est tes chiens qui sont entrés dans ta vie, entre guillemets, par hasard. Ça reste quand même des chiens adaptés aux activités que tu as envie de partager avec eux. Oui, c'est vrai que c'est des chiens qui ont des prédispositions de base. Alors moi, je suis d'abord tombé amoureux de leur tempérament, de leur caractère, etc. Moi, on se complète vraiment sur tout ça. Mais c'est vrai que c'est des chiens qui ont quand même des prédispositions de base pour les sports que je pratique. Là, on va quand même parler en général. Il faut juste savoir une chose, c'est que n'importe quel chien peut pratiquer les sports canins attelés. J'ai encore eu hier une demande sur Internet enfin sur Facebook, où la personne me disait un éleveur m'a déconseillé de faire du canicross avec mon lévrier, etc. Tous les chiens peuvent pratiquer, du chihuahua au lévrier en passant par le braque, le golden, etc. Le tout étant d'adapter la pratique à la morphologie du chien, à son âge, à son passé sportif, à ses pathologies potentielles. Mais tous les chiens peuvent pratiquer, et chacun à son niveau, on peut pratiquer une discipline, du cani-marche au canicross en passant par le cani-VTT. Donc mes chiens évidemment ont des prédispositions de base, et je vous invite à aller voir des vidéos si vous voulez sur YouTube. C'est juste incroyable de voir leur capacité de concentration dans l'effort, leur engagement à 100% en donnant sans le moindre calcul. Voilà, je trouve que si l'humain a développé les mêmes qualités d'engagement, de confiance et de partage, le monde en serait quand même bien meilleur. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque entraînement, c'est une bouffée d'oxygène que j'ai. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ma bulle d'oxygène que de partager ces moments-là avec mes chiens. Donc oui, ils ont des prédispositions de base, ils sont athlétiques et je les entraîne aussi pour ça. Mais tous les chiens peuvent pratiquer ces disciplines sans aucun problème. Ok, parce que justement, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que le canicross au final? Puisque dans mon esprit, t'étais forcément tracté, mais est-ce que toi, t'aurais une définition un peu plus propre au canicross? Oui. Alors, dans le canicross, au sens, j'allais dire noble, pas noble, mais sportif du terme, on imagine un chien qui va tracter un humain.
On est d'accord. Maintenant, il faut savoir qu'une grande partie des gens qui pratiquent le canicross ne font pas forcément de compétition, le font dans une dynamique parfois juste de bien-être, de sport santé, c'est-à-dire j'ai un petit peu d'embonpoint, j'ai envie de perdre du poids et mon chien va être une source de motivation et d'accompagnement. Mon chien est un petit peu dysplasique, il a besoin d'avoir vraiment une bonne musculature pour avoir un vieillissement le plus paisible possible. Alors il faut garder une activité physique et finalement on adapte l'activité qu'on va faire à notre binôme et à notre spécificité. Donc on peut très bien faire du canicross en s'imaginant que le chien n'est pas encore forcément aguerri à la traction et va être par exemple juste à côté du maître ou un tout petit peu devant, même si la longe n'est pas tendue, mais qu'on partage ce temps de déplacement à deux finalement. Voilà, donc il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer, il faut surtout pas se dire oui mais moi mon chien ne tracte pas, alors je vais pas faire de canicross avec lui. Voilà. Parce que déjà, ça passe par un apprentissage. Et deux, parce que le chien prendra aussi beaucoup de plaisir à partager ça avec vous, quel que soit le niveau de tension dans la longe. Voilà. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que moi, je cours avec Floki assez régulièrement, mais de manière générale, il est en libre et on court ensemble. En fait, on partage plus ce moment de sport ensemble qu'il tracte ou quelque chose comme ça. Alors, il faut de tout. Moi, j'adore faire du libre avec mes chiens. Là, dès qu'on va se laisser, je vais prendre mes 3 loups et je vais aller courir en forêt avec eux. Ils vont être en libre. Mais pour autant, il faut parfois, lors de sa sortie, avoir son baudrier ou son harnais et puis se dire tiens allez je vais essayer de me faire pas très long mais juste un petit kilomètre où je vais lui faire un petit décompte pour qu'il me tracte sur un temps d'effort qui est pas très long pour pas l'écœurer non plus dans la traction et l'apprentissage vient comme ça par progressivité. Évidemment si on veut mettre le harnais, le baudrier etc et partir directement sur 10 km alors que le chien n'a jamais vécu ce genre de situation, il va tracter 500 mètres puis ensuite il va pas comprendre, il va se mettre à côté de nous puis il va nous attendre tout simplement. Voilà, c'est une façon de les éduquer, de leur apprendre un petit peu les choses et c'est vraiment une forme d'éducatif que de pouvoir les atteler sur des petites distances et des temps d'effort pas très longs au début pour qu'ils comprennent exactement ce qu'on attend d'eux. Et puis surtout, n'oubliez jamais que le chien a besoin de réponses adaptatives de notre part. Donc à nous de valider quand il fait quelque chose de positif, de surjouer par exemple quand il se met à tracter sur 500 mètres, s'arrêter avant que lui décide de couper l'effort, le féliciter comme s'il avait gagné, je sais pas moi, les championnats du monde, retirer le harnais et faire du libre. Il se dira ah ouais ok ça génère ça chez mon maître quand je suis dans ce comportement-là. Donc c'est un comportement qui va répéter et ensuite il faut le renforcer évidemment. Ok, et pareil du coup j'imagine pour augmenter les temps de déplacement, parce que par exemple moi Floki il adore, enfin c'est plus un sprinter, c'est-à-dire il sprint, après il ralentit, il fait ses petits allers-retours. Par contre courir sur la durée c'est pas du tout le même effort pour lui et c'est plus difficile. Du coup tu fais ça j'imagine en courant peut-être que 3 km, 5 km, etc. pour pouvoir allonger la durée après. C'est ça, et même déjà 3-5 km c'est déjà long. Imagine-toi qu'un chien qui va Oui, tracter... non, j'ai pris des chiffres qui me sont venus comme ça en tête. Et en fait, faut penser d'abord peut-être en temps d'effort, tu vois, te dire, allez, sur ma sortie, je vais aller faire 2 minutes de traction. Et puis le surlendemain, je vais essayer de passer sur 3 minutes. Ou alors même découper les temps d'effort, se dire, allez, je fais 2 minutes, je vais faire 3-4 minutes en libre, et hop, je leur attelle à nouveau 2 minutes pour qu'ils puissent récupérer. Il faut savoir aussi qu'un chien qui va être dans l'effort de traction va être dans une dépense énergétique beaucoup plus importante et dans une concentration cognitive beaucoup plus importante que s'il était en libre où il va finalement laisser ses instincts le guider. Quand le chien va être dans l'effort de traction, ça va être énergivore et en plus on va lui demander de la concentration, d'obéir parfois à nos ordres de direction, etc. Donc c'est beaucoup plus complet que l'effort en libre. Donc c'est vraiment finalement deux activités qui sont différentes, complémentaires, mais différentes. Voilà, idem, les groupes musculaires qui vont être engagés quand le chien va être dans la traction ne sont pas du tout les mêmes que quand il va être en libre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de différent qui doit passer par un apprentissage. Alors il y a des chiens qui vont le reproduire de manière très naturelle sans se poser de questions et d'autres chiens chez qui on va devoir passer par un apprentissage. Et pour finalement encourager tous nos auditeurs, sachez une chose, c'est que j'ai été champion du monde avec Atlas il y a peu de temps, au mois de mai en canicross. Il a 4 ans et jusqu'à ses 2 ans, un peu plus de 2 ans, il ne tractait pas du tout. Voilà. Donc c'est dire que ça doit passer par un apprentissage. Parfois ça passe par du mimétisme. Par exemple, je vais courir avec un autre binôme dont le chien connaît très bien le boulot. Les chiens dupliquant très vite les comportements qu'ils observent peuvent très bien aussi apprendre leur job entre guillemets en regardant un autre binôme faire. Voilà, donc il y a pas mal de choses à trouver, des petits leviers, trouver des motivations extrinsèques au départ. Pourquoi pas le chien qui tracte, mettre un chien qui tracte dans le harnais avec un autre chien en libre devant pour que le chien soit motivé à s'engager et à pas se poser de questions. Voilà, il y a plein de petits outils comme ça à utiliser pour le guider au mieux dans l'apprentissage. Je vais essayer de repartir après dans l'ordre, mais ce que tu as dit a soulevé une autre question du coup chez moi. Est-ce que tu aurais pu être champion du monde
avec un autre binôme, tu vois, parce que j'imagine que c'est vraiment la liaison, la fusion, hein, j'ai envie de dire même de vous deux qui vous amène jusqu'à cette victoire. Et est-ce que avec un autre chien, tu aurais pu avoir le même résultat? C'est une belle question. Moi, je pars. Évidemment, il y a l'entraînement physiologique de l'humain et du chien, ça c'est indéniable. Mais c'est aussi et surtout le capital confiance. Moi, j'ai coutume de dire que les chiens de canicross sont des chiens extraordinaires parce qu'on les met dans des situations en dehors de l'ordinaire. Quand un chien va se retrouver en compétition, par exemple, il faut imaginer les drones, il faut imaginer les micros, les centaines ou milliers de spectateurs, d'autres chiens qui vont aboyer à côté, le stress environnant de l'humain et des autres chiens. Enfin bref, c'est quand même un truc incroyable. Et il faut que le chien soit solide dans sa tête et surtout ait ce capital confiance envers nous, parce que s'il n'a pas confiance en nous, jamais il va s'engager dans l'effort. Donc c'est d'abord, la qualité première, c'est d'abord l'amour et la confiance entre l'humain et le chien. Moi, avec n'importe quel de mes chiens, j'ai eu des titres internationaux. Voilà, parce que j'ai construit avec eux. Si tu m'avais donné un autre chien et que je connais pas, évidemment que je n'aurais jamais pu faire ça, même si le chien était entraîné. Je te donne un exemple très simple pour que les auditeurs comprennent. Je suis allé au championnat de France de ski de joring cet hiver. C'est du ski de fond tracté par les chiens. J'ai gagné avec Link, donc c'était pas Atlas, c'était Link, avec lequel j'ai gagné ces championnats de France. Le gars qui termine troisième, et Baptiste, si tu m'entends, avec tout le respect que je te dois, c'est un gars qui a fait les Jeux Olympiques de Sochi en ski de fond. C'est une machine en ski de fond. Et pour autant, avec Link, on l'a battu alors que j'habite en Normandie. Je suis pas du tout un gars qui fait du ski toute l'année, etc. Pourquoi? Félicitations. Merci, parce que son chien n'était pas habitué à cet effort de ski de joring. Le bruit des skis l'a perturbé, etc. Et du coup, le chien ne s'est pas engagé à 100%. Et du coup, avec Link, on a été plus rapide que lui. Donc voilà, c'est ça aussi le canicross, c'est finalement à deux aller plus vite, aller plus loin grâce à ce capital confiance et s'abandonner l'un pour l'autre et l'un avec l'autre pour dépasser nos propres limites. Et c'est ça le résumé finalement du canicross. Vraiment un sport de partage et pas uniquement que de l'entraînement sportif, quoi, du coup. Exactement. Donc, si on reprend un peu du début, puisqu'on on a commencé à partir dans tous les sens, mais en même temps, c'est ça qui est sympa aussi dans les discussions. Comment on commence le sport avec son chien? Comment on s'y met? Alors, il y a quelques principes de base à respecter. Le premier, c'est une petite visite chez le véto. Est-ce qu'au niveau cardiaque, mon chien n'a pas de problème? Est-ce qu'il y a peut-être des boiteries ou des reports de charge que j'ai pas identifiés? Voilà, un vétérinaire qui va vous dire votre chien est en bonne santé, il est sain. Deuxième paramètre assez important à prendre en compte, c'est que plus le chien a un museau court et plus il aura de mal à thermoréguler, c'est-à-dire à évacuer la chaleur qu'il va produire à l'effort. Ça, c'est le premier facteur limitant du chien à l'effort et qui peut être source de coups de chaud et parfois même ça peut aller jusqu'au décès si on ne fait pas attention à ça. Donc il faut finalement faire attention à ce qu'on pratique toujours dans un environnement qui convienne bien au chien. C'est pas parce que la température vous convient qu'elle va bien convenir à votre chien. Nous, on va thermoréguler par tous les pores de la peau, le chien principalement par la gueule. Donc toute l'énergie qu'il va produire à l'effort devra être évacuée entre guillemets par un peu les coussinets, etc. mais aussi principalement par la gueule. Donc on doit adapter vraiment à l'environnement climatologique, j'ai envie de dire, hygrométrie et température. Et puis surtout ensuite, c'est de bien s'équiper, avoir un bon harnais, une bonne longe, un bon baudrier. Ça, c'est important pour finalement toujours pratiquer en s'assurant de l'intégrité physique de notre chien. Et puis ensuite, c'est de respecter très simplement la progressivité. Y aller petit à petit, étape par étape, que ce soit dans les sorties en libre ou dans les sorties en traction. Il faut vraiment faire attention à ce que il y ait vraiment une progressivité, une logique. Et le premier conseil que je peux donner, c'est d'ouvrir un petit cahier d'entraînement et de noter ce que vous faites avec votre chien jour après jour et d'être sûr que vous ne brûlez pas d'étapes, que vous ne passez pas de un quart d'heure de libre à 1h30 en libre, par exemple. Même si les chiens ont des capacités cardio-respiratoires plus importantes que l'humain, la progressivité est très importante pour les préserver parce que l'objectif, c'est quand même que nos chiens vivent dans les meilleures conditions possibles le plus longtemps possible et de pas trop entamer leur capital physique. Donc on doit faire les choses intelligemment. Et on est le baromètre parce que le chien aura toujours envie d'y aller et le baromètre de l'effort, ça doit être nous. D'accord. Et est-ce que dans ce cas-là, tu conseilles de commencer par un sport plutôt qu'un autre, comme par exemple la marche, puis la course, etc. Ou si on a envie de se mettre à la course et que notre chien a la condition physique pour le faire, on peut commencer directement par la course, juste peut-être que 20 minutes au début, etc. Ouais, on peut commencer par la course sans aucun problème. Par contre, c'est ce que je conseille, avant de faire du ski de joring ou du cani VTT ou du cani trottinette, commencer par le canicross. Pourquoi? Parce que on a une action directe sur la longe, ce qu'on n'a pas en cani VTT par exemple. Donc en gros, il faut vraiment que le chien soit attentif
à notre direction, parfois à notre intensité d'effort, qu'on ait vraiment confiance en lui. Et ça se construit notamment par le canimarche ou le canicross, où on a une action directe sur la longe pour pouvoir corriger des erreurs de direction, ou le féliciter très vite quand quelque chose est très bien réalisé, etc. Et n'oubliez pas une chose, c'est que chez le chien, tout comportement qui n'obtient pas de réponse positive ou négative est abandonné. Ça veut dire qu'il a besoin d'interaction. On sait très bien disputer nos chiens quand ils vont fouiller dans la poubelle et râler, mais parfois quand quelque chose est bien fait, on va pas le renforcer. Et bien là, il faut jamais oublier que dès qu'on coupe l'effort avec son chien, la première chose qu'on fait, c'est d'aller étreindre son chien, de le féliciter pour lui dire « Ok, c'est bien, c'est exactement ce que j'attends de toi. » Voilà. Donc notre rôle aussi est très important parce qu'on reste le professeur de nos chiens, on reste le référent. Eux sont dans l'observation permanente de ce que l'on fait et nous, on doit leur rendre l'appareil en étant dans l'observation et ce qui va nous permettre d'adapter finalement ce qu'on va pouvoir leur proposer. Sans observation, finalement, on se prive d'un outil primordial pour pouvoir être un bon professeur. Et c'est super important de le souligner, que ce soit donc pour le sport ou même dans la vie quotidienne au final. Et est-ce que tu conseillerais plutôt de commencer par un club, par exemple, ou ça peut se faire aussi complètement facilement tout seul? Alors, ça peut se faire tout seul sans aucun problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Le club est quand même un bon point d'appui pour tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet groupe, l'effet motivation du chien. L'effet mimétisme, si vous allez dans un club, il y aura des chiens qui connaissent un peu leur boulot, etc. Et du coup, le chien va dupliquer ses comportements. Et puis, finalement, échanger aussi avec d'autres personnes qui ont la même passion que vous. Donc, il y aura vraiment un facteur de motivation qui va être décuplé si vous partagez ça avec un groupe. Alors après, ça peut être de démarrer, par exemple, à deux, avec un autre binôme, votre voisin qui court ou je sais pas. Ça peut être sympa aussi de partager ça comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que, finalement, les choses se mettent en place. Là, je vais donner un stage au Portugal incessamment sous peu. Voilà, la fédération a démarré par quelques petites personnes et puis ça grossit, ça grandit et puis ça fait boule de neige parce que les gens sont inspirés en voyant les autres faire. Donc voilà, faut pas hésiter à se regrouper finalement pour pratiquer. Et le chien surtout est un animal sociable par excellence. Il a besoin de voir des congénères, il a besoin d'interaction avec l'environnement et ses congénères pour pouvoir évoluer. Et c'est un super outil finalement éducatif aussi le canicross parce que le chien va vivre plein de situations, va augmenter son capital confiance, donc ça va en faire des chiens très calmes, très stables, aussi au quotidien. Donc quand on fait du canicross et qu'on partage ça avec son chien, au quotidien on a des chiens aussi beaucoup plus complices, beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus sûrs d'eux, donc beaucoup plus facile à gérer, à maîtriser. Et justement, si je veux commencer le canicross, que voilà, j'ai un chien bien dans ses pattes, etc., comment je m'y prends une fois que j'ai le matériel, que je sais que mon chien peut en faire? Enfin, tu vois, je veux dire, si par exemple je suis en train de courir avec mon chien, il voit une chèvre, du coup il s'arrête, il court, il ralentit, il sent une odeur, tu vois, pour que vraiment il reste focus sur l'entraînement. Ouais, alors la première chose, c'est au tout début, c'est comme en classe, hein, quand un enfant arrive à l'école, tu vas mettre l'environnement adapté autour pour qu'il apprenne à se concentrer. Il faut savoir qu'un chien a la capacité de concentration d'un enfant de 3 ans. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment faire attention de cultiver cette capacité de concentration. Moi aujourd'hui, si jamais je cours en forêt et qu'il y a un cerf qui sort devant moi, mes chiens ne seront concentrés que sur l'effort et pas sur le cerf qui est passé devant moi. Mais ça vient pas comme ça en claquant des doigts. C'est parce qu'au tout début, quand je les ai mis dans des situations, j'ai fait attention à ce que l'environnement il soit propice. Et au tout début, on doit mettre le chien dans vraiment dans du renforcement positif, ne pas le pousser à l'erreur. Donc on va pas aller pratiquer le canicross dans un endroit où on va croiser plein de promeneurs avec des chiens, où il va y avoir plein d'animaux en libre, etc., etc. Donc au tout début, il faut vraiment faire en sorte d'avoir l'environnement le plus adapté possible pour avoir cette concentration du chien. Et puis ensuite, séance après séance, le chien va garder son focus, va apprendre à rester très concentré. Et ensuite, quoi qu'il arrive autour, la chose la plus importante, ce sera le plaisir de courir et pas forcément l'environnement. Sur les courses de canicross, on voit des spectateurs qui viennent avec leurs chiens, des gens qui crient, des gens qui... et pour autant, ça ne perturbe plus les chiens. Mais c'est vrai que quand les chiens sont jeunes, ça peut les perturber parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité renforcée de concentration qui doit finalement s'acquérir et se renforcer au fur et à mesure des séances. Donc si on met déjà, pour reprendre l'exemple de l'école, si on met ton enfant ou notre enfant dans une école bruyante, dans une classe bruyante, etc., ça sera très compliqué pour lui d'apprendre à se concentrer et de comprendre ce que la maîtresse veut passer comme information. Par contre, s'il est dans un environnement calme, il va apprendre à se concentrer et à développer ses schémas cognitifs. Et bien, c'est exactement la même chose pour les chiens. D'accord. Et sa capacité à se concentrer, du coup, elle augmente avec le temps et avec l'entraînement, c'est ça? C'est ça, exactement. Et plus les schémas cognitifs sont
travailler, développer, plus le chien sera rapide dans les apprentissages, que ce soit les directions, que ce soit les ordres de assis, pas bouger, etc. Tout ce qu'on peut travailler chez le chien. Et bien finalement, plus on va travailler ces schémas cognitifs, plus on va en faire des chiens curieux et intelligents et donc réceptifs et donc à qui on va pouvoir proposer énormément de variations de situations dans lesquelles il va être en capacité de s'adapter rapidement. Donc super intéressant pour eux, pour leur développement personnel et leur bien-être au final. Exactement, et c'est un peu comme pour un enfant. Quand on va travailler avec les enfants dans une classe, il faut absolument qu'il y ait une soupape qui va être le sport, qui va être la récréation, etc. Et ben pour les chiens, c'est la même chose. Et c'est comme les cours d'obéissance. Quand on commence à faire l'obéissance chez le chiot, on va pas faire 1 heure d'obéissance. Et quand il rentre, souvent le chiot, il est capoute, alors qu'il n'a pas fait d'effort physique, mais il est fatigué par sa capacité, par son degré de concentration qu'on lui a demandé. Et bien là, on va dire que la soupape, ça peut être par exemple le libre, ça peut être le jeu avec ses congénères après l'entraînement. Mais quand le chien a le harnais, il faut vraiment codifier les choses. Quand il a le harnais, il s'arrête pas à faire pipi contre tous les arbres, il va pas jouer avec les congénères, il est concentré que sur nous et non pas sur l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Et en fait, on va associer finalement le harnais à un certain comportement. Un peu comme quand mon fils va à l'école, il a des règles à respecter qu'il n'a pas à respecter à la maison. C'est pas pour autant qu'il est malheureux à l'école. Mais quand il est à l'école, il est concentré. Et là, quand on va travailler avec le harnais, avec notre chien, c'est ça. Il est vraiment concentré sur nous. Et quand on lui retire, il peut jouer avec ses copains, ses congénères, etc., faire du libre. Mais quand il y a le harnais, il est concentré que sur nous. Et ça, c'est un petit apprentissage qui se fait très vite. Et tes exemples sont ultra parlants, donc c'est top, merci beaucoup. Et justement, tu parlais du harnais. Est-ce que je peux faire du canicross avec mon chien, avec un harnais classique de marche, ou faut absolument avoir un harnais de canicross? Ouais, il faut avoir un harnais de canicross. Pourquoi? Parce que ça reste des chiens de sport. Il faut savoir que une grande partie des blessures chez les chiens de sport peuvent venir des harnais qui ne sont pas adaptés. Il faut un bon harnais doit laisser toute la mobilité articulaire chez le chien, notamment au niveau des épaules et au niveau de la partie de propulsion qui va être les hanches, évidemment, l'arrière-main du chien. Les 2/3 du poids du chien sont sur l'avant-main. Ça veut dire qu'il faut faire vraiment attention à ce que le harnais libère toute l'entièreté de l'épaule, à commencer par la scapula. Le chien n'a pas de clavicule, il a ce qu'on appelle une scapula. Il faut vraiment que cette scapula soit entièrement libre et qu'il n'y ait pas du tout de point de pression à cet endroit-là, parce que sinon c'est comme si vous couriez et que je vous appuyais sur la hanche en permanence. Le résultat, alors le chien va quand même courir, mais le résultat à court ou moyen terme, ça va être quoi? Ça va être des tendinites, ça va être de l'arthrose prématurée, ça va être des douleurs chroniques. Donc il faut vraiment faire attention à ce que le harnais soit à la bonne taille et bien adapté à la pratique du chien. Pour vous donner un exemple, c'est comme si je vous demandais d'aller courir avec des chaussures une taille trop petite. Même si vous aimez courir, ça va créer des pathologies évidemment au niveau du tendon d'Achille, au niveau de pas mal d'endroits, et ça va remonter au niveau des genoux, des hanches. Et c'est la même chose chez le chien. Donc le harnais, c'est vraiment très important de bien s'équiper et de bien prendre le temps de choisir le harnais adapté à la morphologie du chien et à la pratique que vous allez faire. Et justement, pour choisir le bon matériel, je sais pas s'il y a des vidéos sur YouTube ou des choses sur lesquelles les auditeurs ils pourraient se référer pour savoir comment choisir, tout simplement. Oui, aujourd'hui, alors les marques, il y a quand même pas mal de grandes marques qui proposent des produits de plus en plus adaptés. Il y a des harnais réglables aussi qu'on peut apprendre à régler. Avec mon équipementier, je ne sais pas si je peux le citer, mais avec mon équipementier, donc c'est iDog, on a créé un harnais, le harnais Phoenix notamment, qui est un harnais réglable en 5 points. Donc qui permet de vraiment régler de l'encolure jusqu'à l'embase de la queue du chien, le harnais, pour qu'il aille parfaitement à la morphologie du chien, parce que tous les chiens sont différents, même dans une même race, en termes de longueur de dos, de taille de cou, etc. Donc prenez bien le temps. Si vous faites des petites recherches sur les harnais, évidemment, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube. Je prends la chaîne YouTube d'iDog, j'ai tourné énormément de visios et de tutos, justement pour guider et orienter les gens sur comment bien régler son baudrier, comment bien régler le harnais du chien, comment s'assurer que finalement le harnais convienne parfaitement à notre chien. Il y a quelques petits points clés qui sont importants à savoir et à connaître. Ok, je veux bien qu'on revienne du coup ensuite sur tous les points de vigilance à garder en tête, donc comme celui-ci, mais juste avant ça, je veux bien qu'on voit ensemble donc quels sont pour toi les bénéfices justement à faire du sport avec son chien et pourquoi tu encourages les gens à faire du sport avec leur chien. Alors le bénéfice, il est déjà comportemental. Le chien a besoin de se dépenser, a besoin de courir. Encore une fois, on adapte la pratique, qu'on ait un chihuahua ou un braque, on ne va pas proposer la même chose à nos loups évidemment, mais ça reste un bon outil pour travailler le comportement du chien et que ce soit un chien calme et apaisé à la maison. Et j'ai un nombre incalculable d'exemples où le chien était destructeur à la maison, et quand la personne a commencé à faire du canimarche ou du canicross avec son chien,
et le chien c'était un ange. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça aussi comme vecteur de bien-être pour le chien d'un point de vue psychologique et cognitif. Ensuite, évidemment, il y a la dépense énergétique. Un chien qui va être musclé va être un chien protégé. Un chien qui va être actif va être un chien protégé. On sait très bien que finalement, une pathologie qui va se retrouver chez le chien vieillissant on va dire à partir de 5-6 ans, ça va être de l'arthrose. Parfois, il y a de l'arthrose prématurée. Mais finalement, une articulation qui va être musclée va être protégée. Donc, le canicross, ou en tout cas les sports canins attelés, aident aussi à accompagner le chien dans cette dynamique. Donc voilà, donc il y a vraiment différents intérêts. Et puis après, il y a aussi la relation avec le chien, c'est-à-dire que quand on souffre ensemble, quand on doute ensemble, quand on apprend ensemble, quand on échoue ensemble, parfois on va faire des erreurs, on va essayer de les corriger à deux parce qu'on veut être attentif à son partenaire, et bien la complicité devient exacerbée au quotidien. Et évidemment, la relation avec le chien est différente. Donc, il y a l'aspect cognitif, il y a l'aspect relationnel et il y a l'aspect bien-être physiologique. Voilà. Et puis, il y a l'aspect motivation. Quand même, faut pas négliger ça. Je veux dire, quand on habitue nos chiens à bouger avec eux et que un jour on n'a pas envie de sortir, même s'il pleut, et qu'ils nous regardent, on se dit bon allez, je mets le kawaii, j'y vais quand même. Donc, on est quand même là on est une équipe et finalement on s'entraide à bouger ensemble. Donc, ça reste aussi une sacrée motivation. Et moi, le premier aujourd'hui, si j'avais pas de chien, je suis un fanat de sport évidemment, mais je suis pas sûr que j'en ferais autant s'il n'était pas là. Donc ça reste quand même aussi un facteur de motivation super intéressant. Et puis dernière petite chose, c'est aussi un bon outil de remise en question. Parce que vous allez voir que dans nos disciplines, il n'y a jamais rien d'acquis. On doit être toujours dans l'observation. Et même quand on a acquis quelque chose, on peut très bien le perdre très vite parce qu'on fait une erreur ou deux. La construction parfois prend du temps, mais casser un comportement peut être très très rapide. Donc finalement, c'est aussi une très belle école d'humilité et une très belle école de remise en question quotidienne pour finalement être un meilleur maître et parfois aussi surtout une meilleure personne. Donc voilà, il n'y a que des avantages si vous savez bien doser et bien amener cet échange-là avec votre chien dans l'effort. Merci, tu as encore dit plein de choses ultra intéressantes. Je rebondis juste sur un petit point. Tu nous as dit que c'est intéressant d'apprendre de ses erreurs en binôme. Je ne sais pas si tes chiens se rendent compte quand ils sont en compétition, quand le but, tu vois, c'est quand même d'arriver premier, etc. Est-ce qu'ils s'en rendent compte de quand ils ont été plus lents, enfin, justement, comment ils peuvent apprendre, eux, de leurs erreurs, mis à part en suivant toi ce que tu leur dis, comment tu les guides, comment, justement, tu réponds à leurs performances. Est-ce que tu crois que eux, ils sont capables de mesurer ça? Alors, je pense pas qu'Atlas, Link ou Opal aient conscience d'être champion du monde. Voilà, je pense que ça, c'est le cadet de leurs soucis. Par contre, ils sentent l'énergie qu'il y a autour d'un événement. Sur une ligne de départ, je peux t'assurer que tu vois le degré de concentration, et ça, il faut vraiment aller voir des vidéos sur YouTube, aller voir un peu comment ça se passe. C'est phénoménal, le contact visuel avec le chien au départ où on est leur centre du monde et ils savent que le départ va être uniquement donné par nous et pas par l'environnement, et on est la chose la plus importante à ce moment-là parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de partager ça avec nous. Donc ils ressentent l'énergie qu'il y a autour. Après, c'est vrai que par exemple, mes chiens détestent être dépassés par d'autres binômes. Donc quand on est en course, etc., il y a quand même l'instinct un petit peu de suite ou de poursuite. Et ils ont vraiment envie d'aller dépasser finalement le binôme qui est devant. Donc il y a quand même cet instinct un petit peu de compétition, mais le plaisir en tout cas pour eux est le même, que ce soit sur un championnat du monde au Canada ou d'aller faire un entraînement en face dans la forêt. Mais par contre, c'est vrai que l'énergie qu'il y a sur les courses avec toute cette ambiance, etc., évidemment, ils sont très réceptifs à ça. Les chiens sont quand même des éponges à émotions. Et évidemment, nous, on n'est pas non plus dans le même état d'esprit quand on arrive sur une compétition et quand on est à l'entraînement. Donc toute cette énergie qu'on dégage, ils le ressentent fois 100, on le sait très bien. Et donc évidemment, leur comportement est un petit peu différent. Et c'est aussi ça qui est intéressant parce que le chien peut être très calme quand il va être à l'entraînement tout seul ou avec un petit groupe en forêt. Et quand il va arriver en compétition, parfois on voit des chiens surexcités, etc. Parce que l'environnement a changé. Et donc c'est une formidable occasion aussi d'apprendre à se découvrir dans ces situations entre guillemets de stress. Voilà. Trop bien. Donc à prendre en compte, si jamais vous avez prévu de faire votre première compétition très bientôt, c'est possible que votre chien soit différent par rapport à l'entraînement. Ah, c'est pas possible, c'est sûr et certain. Vous allez voir, au début, sur la première compétition, ils vont être dans l'observation, ils vont regarder, et puis deuxième compète, ils vont juste dupliquer ce que le copain fait. Et ça peut être des chants, ça peut être des aboiements, ça peut être des bons sur place, ça peut être parce que ils ont envie d'y aller et que voilà, il y a un petit temps avant de prendre le départ, il y a un petit peu d'impatience.
Mais ça, c'est pareil, c'est un apprentissage pour apprendre au chien à être très calme, etc. Et moi, si vous regardez un petit peu Atlas, notamment sur la ligne de départ, il a la tête tournée que vers moi et il part que à mon décompte. Et quoi qu'il se passe autour, il partira pas tant que j'aurai pas donné le décompte, même s'il voit d'autres copains partir à côté, etc. Et ça, c'est un travail de fond. Et finalement, le plus grand plaisir, moi, je trouve que c'est ça, c'est de voir ce moment finalement de connexion avant l'effort. Et la victoire, elle est déjà là, quoi. Voilà, avant même de partir. Ouais, c'est là qu'on voit la force de votre complicité et de votre relation, quoi. Exactement, c'est trop beau. exactement. On peut s'inscrire à une compétition avec n'importe quel type de chien aussi ? Oui, tout à fait. On peut s'inscrire avec n'importe quel type de chien. Alors après, s'il y a des chiens qui sont catégorisés, qui doivent être muselés, je dis pas que je suis pour, mais si dans la loi, votre chien doit être muselé dans la rue, il doit être muselé, je crois que ça doit être catégorie 1, il doit être muselé aussi en course, ça c'est logique. Voilà, je dis pas que j'y suis favorable, mais c'est comme ça. Mais tous les chiens peuvent participer. Et moi, en stage, donc je donne des stages partout en France et dans le monde. Je vais donner des stages au Mexique, en Colombie, aux États-Unis, au Canada, en France, partout. Et le plus petit chien que j'ai eu, c'était un Chihuahua qui faisait 2 kilos. Le propriétaire mesurait 2,05 m, donc je vous donne un petit peu voilà l'image. Et le chien le plus lourd que j'ai eu, il faisait 62 kilos. C'était un dog allemand. Wow. Ouais, avec la propriétaire qui faisait peut-être le même poids que le chien, voilà. Donc voilà, tout le monde peut pratiquer. Et après, il faut trouver le bon vecteur de communication, évidemment, mais tout le monde peut pratiquer. Et c'est aussi et surtout ça la beauté de ce sport. Et pour vous donner une image, ma fille qui a 3 ans a fait du Cani Baby, donc on lui met un tout petit chien. Pas très puissant, et juste pour le symbole, elle va courir avec le chien devant. Et puis mon fils qui a 10 ans, Cléome, il court avec un petit border collie qu'on a la gentillesse de lui prêter, et il s'éclate à faire 1,5 km, 2 km avec le border collie. Donc tout le monde peut pratiquer, quel que soit l'âge et quelle que soit la race du chien et quel que soit votre passé sportif, ne doutez pas. Et même si vous voulez commencer par du cani-marche ou un cani-cross court, parce que sur les courses aujourd'hui on a des cani-cross longs, des cani-cross courts, du cani-trail, etc. Un cani-cross court ça fait 2,5 km, et bien allez-y à votre rythme, mais c'est du canicross découverte et vous pouvez pratiquer. Voilà, n'ayez pas peur. Génial, c'est vraiment accessible à tous. C'est trop rigolo les exemples que tu as pris. J'imagine de se faire tracter par un chien qui fait son poids, ça doit être quand même quelque chose. Donc c'est bien, je pense, d'être encadré dans ces cas-là. Du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quels sont pour toi donc les points de vigilance à garder en tête ? On a parlé déjà de l'équipement, du harnais, etc. Est-ce qu'il y en aurait d'autres pour justement pouvoir s'y mettre en toute sécurité sans se blesser soi ni son chien ? Ouais, alors moi franchement, le véto, le matériel, la progressivité, c'est des éléments clés. Et puis j'alerte aussi sur les températures. C'est vraiment là où on a quand même parfois des gros soucis, c'est-à-dire pratiquer une activité trop intense ou trop longue dans des conditions atmosphériques pas adaptées pour le chien. Voilà. Si vous respectez bien ces 4 points-là, vous démarrez en toute sécurité pour vous et votre chien. Vous suivez bien votre petit cahier d'entraînement pour être très progressif. Et surtout, une chose aussi qui est importante, c'est mieux vaut terminer un entraînement sur de la frustration pour votre chien que de le mettre dans la zone rouge. Moi, à chaque fois que je termine un entraînement, je sais que mes chiens sont capables de faire plus que ce que je leur ai demandé de faire. Voilà, ils sont capables de faire plus. Donc, ils terminent un petit peu sur de la frustration, mais c'est très bien parce que la fois d'après, ils voient le harnais, ils ont encore envie de s'engager encore un peu plus. Et les seuls moments où je leur demande de vraiment, par la force des choses, sortir de leur zone de confort, c'est en compétition. Mais à l'entraînement, je ne vais jamais les pousser dans leur retranchement. Et c'est pour ça que votre capacité d'observation est très très importante pour pouvoir adapter. Ce qui est valable le lundi ne le sera pas forcément le mardi ou le mercredi parce que la température aura changé, parce que le parcours sera différent, parce que votre chien sera dans un jour sans, parce qu'il y aura peut-être une petite boiterie que vous n'aurez pas vue, etc. Observer, c'est vraiment le meilleur outil dont vous puissiez faire preuve pour protéger votre chien et pratiquer avec un plaisir exacerbé et que ce soit le fil conducteur de votre binôme. Et justement, comment tu peux le voir qu'ils arrivent à cette zone ? Alors ça, il y a plusieurs signes. Ça peut être une traction qui va être différée. Un chien qui va faire un coup de chaud, par exemple, va commencer à vaciller de la tête, puis après du train arrière. Si à un moment donné, vous doutez, vous vous dites « Ah, peut-être qu'aujourd'hui, il fait trop chaud ». Si vous doutez, alors ne faites pas. Autre chose qui est assez intéressante et importante, c'est que quand le chien est libre, il n'est pas tout le temps sous contrôle. L'avantage du canicross, c'est que quand le chien est attelé à nous, on peut le regarder en permanence. Parfois, un chien qui va être en libre va faire beaucoup plus de kilomètres que nous. On peut pas trop savoir l'intensité à laquelle il a couru, et c'est là où parfois d'ailleurs on peut avoir des gros soucis. Quand le chien est dans le harnais, finalement, on le contrôle en permanence. On mesure bien le temps d'effort qu'il a fait, l'intensité à laquelle il s'est engagé, et donc on peut très bien doser finalement les choses. Alors après, évidemment, les chiens ont des ressources physiologiques beaucoup plus importantes que les humains, donc il ne faut pas faire preuve d'anthropomorphisme à ce sujet-là, mais parfois la sécurité et la précaution prévaut, et moi c'est
c'est toujours ce que j'ai mis en place avec mes chiens. Et même moi, en étant quelqu'un d'aguerri et d'averti, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a jamais rien d'acquis et qu'on doit être très attentif à tout ça. Et justement, est-ce que tu utilises par exemple un tracker ou quelque chose comme ça pour savoir le nombre de kilomètres qu'ils font, ou tu utilises peut-être ta montre à toi pour mesurer tout ça? Oui, je le fais, j'ai déjà fait régulièrement. Pour vous donner une idée, je l'ai fait encore il y a pas très longtemps. Quand j'ai fait une sortie de 15 km, j'ai fait un footing d'une heure. Link et il y avait Opal qui étaient en libre, ils ont fait quasiment 37 km. Donc c'est pour vous dire, Waouh! sur une heure. Donc c'est là où tu te dis, bon allez, moi je vais faire ma sortie d'une heure et demie. Bah tu te dis que le chien va faire un peu plus de 50 bornes. Évidemment qu'il y aura un impact, il va casser beaucoup de fibres musculaires. Évidemment qu'il y aura un impact sur les tendons, les ligaments, les articulations. Et donc si le chien fait ça, bah, le lendemain il faut forcément prévoir un temps de récupération, soit un peu de natation, soit de la balade tranquille en marche en laisse, soit du calme, soit du massage. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour aider le chien aussi à récupérer. Moi je masse énormément mes chiens, j'étire énormément mes chiens. Je suis ultra attentif à l'alimentation, je suis ultra attentif à l'hydratation, à tous ces détails qui font que le chien va vivre sa pratique sportive dans la plus grande sécurité possible. Ok, alors là j'ai 1000 questions. Comment on fait pour masser son chien, savoir comment on le masse? Enfin, t'as suivi une formation où on t'a conseillé, t'as regardé des tutos sur internet? Ouais, alors au début il y a de l'empirisme et puis après tu dis je veux comprendre comment ça marche. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de formations autour de la physiothérapie du chien, donc ça c'est assez intéressant. Parce que finalement, bien connaître son chien, c'est aussi comprendre comment il est fait, quel muscle masser pour l'aider à récupérer, pour le soulager. Vous allez voir que les chiens, après, s'y prêtent très largement. Il y a des produits massants qui existent pour ça aujourd'hui, adaptés pour les chiens, et qui vont aider vraiment à la récupération. Pour les massages, évidemment, on va pas démarrer par des massages profonds. On va démarrer par des massages superficiels qui vont vraiment aider le chien à récupérer, à drainer un petit peu les déchets musculaires qui ont été accumulés pendant un effort, en libre ou dans la traction. Et donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de les accompagner aussi dans leur pratique. Et donc il y a des formations. Aujourd'hui, moi je donne aussi, j'accompagne des vétérinaires sur la prise en charge des chiens de sport parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Et donc de les guider au travers de mon expérience. Et donc voilà, on doit finalement être encore une fois le meilleur professeur possible pour notre chien. Et pour être un bon professeur, il faut avoir tous ces outils-là qui sont importants pour les préserver au travers de la pratique physique. Et tu les masses du coup après chaque entraînement? Alors je les masse après des entraînements, alors au moins une fois par semaine, et après je les masse après des entraînements qui me paraissent plus ou moins difficiles, ou quand je sens que l'entraînement a été un peu délicat ou autre, ou quand je sens qu'il y a un peu plus de raideur que d'habitude, et bien là je vais faire un massage un peu plus long, mais je sais que j'ai ça comme outil pour finalement les soulager, les aider à récupérer. Ça m'est arrivé sur des courses que finalement Atlas par exemple fasse une crampe sur la fin de la course, et que c'est sur deux manches, donc le lendemain il faut remettre ça. Donc là évidemment tout l'accompagnement du chien dans le fait de masser, de bien détendre le muscle, de bien réhydrater le chien, de bien étirer pour que le lendemain le chien reparte dans les meilleures dispositions et prédispositions possibles. Voilà, tout ça c'est de l'accompagnement. Alors moi c'est poussé à l'extrême parce que je fais de la compétition, mais finalement qui peut le plus peut le moins. Et ça c'est il y a beaucoup de gens qui pratiquent la discipline de manière on va dire officieuse et qui pour autant prennent vraiment soin de leur chien en utilisant tous ces outils de massage, d'étirement et de récupération. D'accord. Et du coup, pour se donner une idée un petit peu, tes chiens, ils courent combien de kilomètres semaine? Alors, ils courent ils courent tous les jours quand je suis en phase de préparation. En fait, je parle pas trop en termes de distance, mais de temps d'effort, parce que regarde, si je fais une heure de footing, ils vont déjà faire quasiment 40 km. Donc, s'ils courent tous les jours, 7 x 4, 28, ça fait 300 bornes. Donc, c'est pas trop comme ça qu'il faut calculer. Mais oui, évidemment qu'ils font pas mal de kilomètres, et surtout, à la limite, faire une heure de libre comme ça, ils vont rentrer à la maison, ils vont continuer à faire les faux dans le jardin. Par contre, si tu fais une séance de 5-6 km de canicross en traction, ils rentrent à la maison et ils vont se coucher, ils vont être calmes. C'est pour ça que je vous dis finalement que le canicross est très énergivore, et si on veut fatiguer un chien, mieux vaut aller faire une séance de canicross parce que c'est moins chronophage. Sur un temps d'effort plus court, ils vont dépenser beaucoup plus d'énergie et on va obtenir finalement le calme à la maison qu'on souhaite beaucoup plus rapidement. Donc il y a aussi cette vertu-là. Voilà. Mais en tout cas, mes chiens, oui, font du sport tous les jours, que ce soit de l'entraînement en libre, de l'entraînement en traction, en passant par la natation ou des séances de VTT où je les prends en libre avec moi. Voilà. Donc il y a beaucoup de
d'entraînement différents. Et c'est aussi comme ça qu'on cultive leur plaisir. C'est en ne faisant absolument pas les mêmes choses tous les jours. Moi, je varie les parcours d'entraînement, je varie la structure des entraînements, je varie les outils que j'utilise pour m'entraîner, de manière à ce qu'ils soient toujours dans la curiosité et qu'ils aient envie et qu'ils m'interrogent à chaque fois qu'on bouge. Bon, alors aujourd'hui, c'est quoi? On met le harnais, on fait du libre, on fait du VTT, on va nager. Voilà, l'idée c'est ça, quoi. C'est vraiment de se dire c'est fun tous les jours, quoi. Voilà. T'es comme leur animateur en colonie de vacances. C'est exactement ça, exactement. Et quand tu fais de la natation, justement, c'est dans des piscines adaptées ou c'est parce que t'as un lac pas loin de chez toi? Alors, j'ai une piscine à la maison, donc je fais nager mes chiens à la piscine. Après, j'ai la chance d'habiter aussi à 10 km de la mer, donc je mets la combinaison et je vais nager en mer avec eux. J'ai des lacs aussi, donc voilà, j'utilise un peu tous ces espaces pour faire des séances avec eux. Et pour te dire, avec Phoenix, jusqu'à peut-être 2-3 mois avant qu'il parte, j'allais nager en lac avec lui et ça pouvait être 30-40 minutes de natation. Et il adorait ça. C'était vraiment, il avait quasiment 10 ans, 11 ans et il pouvait plus trop tracter. Et c'était le seul truc qu'on pouvait partager à deux et j'allais nager avec lui. Et je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube No Limit Factory. Vous tapez ça, No Limit Factory. C'est un tournage que j'ai fait il y a peut-être 4-5 ans maintenant. On me voit nager avec Phoenix en mer et c'est une très très belle image. On voit ma région et vous allez saisir un petit peu l'essence du canicross et des sports qu'on peut pratiquer avec les chiens. No Limit Factory, allez voir ça et partagez ça sur les réseaux sociaux pour faire connaître le sport. C'est génial. Voilà. Je mettrai ça dans la description, comme ça ils auront plus qu'à cliquer. Ce sera plus simple pour tout le monde. Et justement, l'eau, pareil, pour... Ils ont jamais eu de mal, tes chiens, à rentrer dans l'eau? C'était pas quelque chose qui leur faisait peur? Non, alors il y a des chiens qui savent nager naturellement, un peu comme pour le canicross, et il y a des chiens à qui on va devoir apprendre à nager. Donc là, il y a un outil qui est très simple, c'est ce qu'on appelle un gilet de flottaison qu'on met au chien, et donc on va le poser délicatement sur l'eau, il va prendre confiance, il va voir qu'il n'y a pas de souci, il va commencer à nager, il va comprendre un petit peu comment ça marche, et puis ensuite on peut retirer le gilet progressivement, et puis là le chien apprend à nager. C'était le cas notamment d'Opal, à qui j'ai dû lui apprendre la natation, et voilà. Puis c'est une chienne qui adore nager, et aujourd'hui je vais faire des kilomètres avec mes chiens. Alors au-delà de la capacité de récupération que l'eau peut apporter, on sait que encore une fois, les épaules, c'est là où il y a une grande partie des blessures chez le chien de sport, et donc dans la natation, ce qui est intéressant, c'est que l'avant-main est moteur et l'arrière-main est juste équilibrateur. Et à contrario, quand on est sur terre, c'est l'arrière-main qui est moteur, le chien va se propulser avec les pattes arrière et les pattes avant vont être juste directionnelles principalement. Donc l'avantage de faire nager le chien, vu que dans l'eau c'est les pattes avant qui sont motrices, eh bien on va renforcer la musculature autour des épaules du chien et donc on va le protéger, le préserver pour l'activité de canicross. Voilà. Donc on a pas mal de choses qui sont intéressantes, et encore une fois, quoi que vous fassiez avec votre chien dans l'eau, on respecte cette notion de progressivité, évidemment. Ouais, donc ça reste quand même ultra complémentaire. Et le gilet de flottaison, donc tu dis tu lui mets le gilet et tu le mets dans l'eau, mais si ton chien a peur de l'eau à la base, tu fais quand même de la même manière? Ouais, il faut l'accompagner petit à petit, le gilet, pour justement qu'il ne vive pas un traumatisme en se disant je suis en train de couler. Et puis évidemment, après c'est aussi cette confiance-là à travailler. Si tu as ton chien qui est vraiment contre toi, par exemple dans les bras, et que tu vas dans l'eau tout doucement et que tu le rassures au niveau de la voix, etc., c'est comme ça aussi qu'il va prendre confiance en toi et en son environnement. Et puis une fois qu'il est dans l'eau, tu renforces à la voix, tu le ressors de l'eau, tu le félicites pour aujourd'hui c'est bien, et puis le lendemain tu fais la même chose mais tu le laisses un petit peu plus et tu le portes un petit peu moins dans l'eau jusqu'à ce qu'il sente vraiment finalement la flottaison que le gilet peut lui apporter. Et en fait ce qu'il faut, c'est pas se dire je fais une séance et dans 1 heure mon chien va nager, etc. Il faut vraiment y aller petit à petit. C'est comme quand tu t'amènes pour la première fois un enfant à la piscine, il va pas repartir au bout du premier cours en nageant. Voilà, il faut d'abord qu'il ait pas trop peur de l'eau, et puis après tu vas lui apprendre à nager avec une bouée, puis après à retirer la bouée, qu'il voit que sans la bouée il peut s'en sortir, etc., etc. Et c'est exactement la même chose. Toujours ultra progressif. C'est ça, exactement, tout à fait. Ok, et tu as parlé du vélo aussi tout à l'heure. Est-ce que le vélo, tu le fais forcément en libre ou c'est possible de le faire tracter? Enfin, dans mon imaginaire, vraiment, le vélo tracté, ça mène à un accident. Non, pas du tout. Va voir, tape Cani VTT ou Bike Joring sur Google, pareil, tu verras. Et moi, j'ai eu plusieurs titres de champion de France de Cani VTT avec Opal. C'est juste phénoménal. En fait, t'as le chien qui est devant, tu donnes les directions, t'as aucune action possible sur la longe, donc il faut qu'il y ait une confiance fois 1000 entre le chien et l'humain, parce qu'on va à 35 km/h et on peut pas avoir le droit à l'erreur. Tu passes entre les arbres, sur des single track, etc. Donc c'est hyper grisant, et le chien s'éclate à mort. Voilà. Donc évidemment, il faut que le chien ait certaines prédispositions. C'est dur de faire ça avec des chihuahuas par exemple, mais tu prends des border collies, tu prends des braques, tu prends des chiens de troupeau ou des chiens courants, ils s'éclatent à faire ça, et même les chiens nordiques, hein. Et du coup, ce qui est bien, c'est que en canicross,
canicross ou en canimarche, on est le facteur limitant de nos chiens. Les chiens iraient plus vite si on n'était pas là. En cani-VTT, le facteur limitant, ça peut être le chien, et du coup, le chien va exprimer davantage sa vitesse naturelle de course. Donc, il prend un plaisir qui est vraiment différent, et donc c'est complémentaire de ce qu'on peut proposer en canicross. Voilà. Et moi, je peux t'assurer qu'il s'éclate à mort. Et idem en cani-trottinette, c'est la même chose. Prenez un peu l'image de la trotte que vous avez, que vous pouvez voir à Paris ou je sais pas où. Bon, bah, c'est des trottinettes, on va dire, améliorées et adaptées pour l'attraction, mais le chien s'éclate, et on peut même mettre deux chiens, c'est pareil, j'ai des types de champions de France avec Opal et Atlas en cani-trottinette, en deux chiens, c'est juste l'éclate, quoi. C'est phénoménal, quoi. Les chiens, ils se tirent la bourre entre eux, et toi, t'es derrière, tu pilotes, et tu communiques avec eux sur les directions, l'intensité d'effort, c'est juste extra. C'est vraiment un touche-à-tout du sport canin, quoi. C'est vraiment génial, j'adore. Ouais. Bah, j'aime ça, j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime découvrir. Là, j'ai découvert, il n'y a pas plus tard que 15 jours, le Cani Trail. Donc, on est sur des distances beaucoup plus longues. On avait jusqu'à 15 km de course en montagne, avec 1000 mètres de dénivelé. On avait vu sur le Mont Blanc, en haut de la course. Enfin, c'était juste incroyable, sur des temps d'1h15 d'effort. J'avais jamais fait ça. J'ai découvert tout ça. Et j'en apprends encore sur mes chiens. Et ils m'aident aussi à me découvrir aussi. Donc, finalement, c'est des vases communicants. Et c'est sans fin, quoi. Et moi, je me rappellerai toujours quand j'ai fait un podium mondial en Pologne en 2018, après une grave blessure au niveau du dos, où les chirurgiens me disaient, bah, monsieur Lemoigne, le sport de haut niveau, c'est fini. Moi, ça m'avait crevé le cœur, parce que j'avais eu de la jambe droite qui était paralysée à cause d'une hernie. Bref, j'ai réussi à m'en sortir. Et 5 mois après qu'on m'ait dit ça, bah, je fais un podium mondial sur le canicross. Et quand je passe la ligne d'arrivée, je me rappelle, j'avais ligne dans les bras, j'ai un journaliste qui arrive qui me dit alors t'es heureux? Et je dis oui, moi je veux mourir en faisant ce sport-là, parce que c'est vraiment en faisant ça que je me sens plein et entier, où je suis vraiment à l'endroit que je dois être, quoi. Donc ouais, il y a pas de mots pour décrire ça, mais je suis un passionné parce que il y a ce partage aussi avec les chiens, et que quand même dans l'effort physique, on va chercher des ressources psychologiques, de confiance et physiologiques qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Voilà, il n'y a pas de zone de confort, et c'est en s'appuyant l'un sur l'autre qu'on avance, et moi j'aime ça. Bah merci pour ces mots. Je trouve ça génial que tu puisses nous partager tout ça. Je suis trop contente, merci beaucoup. Et juste pour revenir sur les points de vigilance, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et j'ai oublié de te redemander là-dessus, comment on fait pour prévenir tout ce qui peut être problème d'arthrose, etc. Est-ce que ça passe par l'alimentation, par les massages aussi? Bien sûr, alors il y a le matériel, hein. Un matériel pas adapté peut amener une arthrose prématurée. Un entraînement pas adapté peut amener à de l'arthrose prématurée. Donc voilà, il faut bien distinguer, à mon avis, 3 secteurs. Le premier secteur, c'est le sport santé. Identifiez, avant de démarrer, dites-vous, ok, dans quelle dynamique je vais pratiquer? Est-ce que je vais faire du sport santé? Moi, j'ai besoin de bouger, mon chien est une motivation, mon chien est un peu d'embonpoint, il faut qu'il perde du poids. Sport santé. Du sport loisir, bah moi, je fais déjà un peu de sport, mon chien bouge, et je vais courir comme ça sans me prendre la tête avec des potes, etc. Ça, c'est du sport loisir. Ou du sport compétition. Une fois que vous avez choisi un de ces 3 volets, et vous pouvez démarrer en sport santé, passer par le sport loisir, puis arriver en sport compétition, hein, il y a pas, ou inversement. Moi, au début, avec Phoenix, j'ai fait du sport compétition, et puis ça a terminé en faisant du sport santé pour le préserver, et finalement garder une mobilité permanente. Il y a que le mouvement aussi qui permet de retarder les effets de l'arthrose. Donc il faut vraiment adapter finalement ce qu'on va proposer au chien. Mais oui, évidemment, un chien qui va être actif va avoir une apparition d'arthrose qui va être un peu plus tardive si on sait vraiment adapter. Et après, tu as aussi des compléments de soutien articulaire pour aider le chien dans cette pratique. Moi, j'ai utilisé, je vous le dis comme ça, un complément alimentaire qui s'appelle Flexadin. Quand Phoenix a eu des gros problèmes d'articulation, il a fait une infection articulaire suite à une arthroscopie, une erreur médicale. J'ai failli lui amputer la patte. Et ah oui, c'était juste incroyable. Et je suis arrivé chez le vétérinaire, il m'a dit, monsieur, il faut que j'ampute la patte de votre chien. Et j'ai refusé l'amputation. Donc pareil, je suis un peu une tête dure, donc je suis allé à Paris, je lui ai sauvé sa patte, mais il a posé plus, donc j'ai dû lui remuscler tout le dos, toute l'épaule, etc. Évidemment, l'articulation avait été mangée par le germe, donc il a fallu l'accompagner. Et à la fin de sa vie, Phoenix trottinait et marchait, et il n'y avait plus du tout de boiterie, grâce au sport, grâce à la natation, et grâce à différents soutiens articulaires. Donc on peut très bien prendre soin de nos chiens si on y passe du temps. Et de toute façon, pour ceux qui m'écoutaient, il n'y a rien que l'on construit avec son chien sans prendre du temps avec eux. Voilà.
Ne vous dites pas que parce que vous souhaitez quelque chose, le chien va le comprendre et va le réaliser comme ça en claquant des doigts. Chaque apprentissage demande du temps. Quand vous avez appris à écrire, ça va demander du temps. Quand vous avez appris à marcher, ça va demander du temps. Eh bien, le temps, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre chien pour lui passer les meilleurs apprentissages possibles. Et pour les préserver pour une arthrose prématurée ou une arthrose qui peut arriver, il faut passer du temps avec eux en adaptant la pratique physique. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Je pense que c'est super important aussi de passer par là pour pas faire n'importe quoi et comme tu disais, pouvoir faire du sport aussi longtemps qu'on puisse avec son animal. Je pense que j'ai fait le tour des questions en ce qui concerne le sport. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent qu'on n'aurait pas encore abordées ? Non, moi je vois beaucoup de gens sur les stages tout au long de l'année. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre chien. Voilà, ne doutez pas. Il y a plein de gens qui n'osent pas démarrer parce que c'est pas des sportifs, parce que leur chien a tel âge, etc. Moi, j'ai vu des chiens démarrer le canicross à 7 ans, être très performants, prendre beaucoup de plaisir. J'ai vu des gens démarrer parce qu'ils étaient un peu en surpoids, puis arriver à faire du sport compétition. Enfin, je peux vous citer un tas d'exemples. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre chien. Et dites-vous une chose, c'est que quand vous allez vous relier grâce à cette longe, vos qualités respectives vont se démultiplier. Donc, c'est ça aussi qui va être beau, c'est que vous allez vous entraîner et vous entraider mutuellement. Donc, ne doutez pas, tentez. Et n'oubliez jamais que sans engagement, on commence rien et sans constance, on ne finit jamais rien. Voilà, donc démarrez, soyez constant, adaptez votre pratique et vous allez voir que vous allez prendre un pied monstre. Et surtout, si vous avez la moindre question, moi je suis joignable sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez la moindre question. Si j'ai pas la réponse, je vais pas vous baradiner, je vous reverrai vers quelqu'un qui aura forcément la réponse, mais n'hésitez surtout pas. Et justement, si quelqu'un veut te retrouver lors d'un stage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comment ça se passe, où est-ce que tu fais ça et comment on fait pour te rejoindre ? Bien sûr, alors j'ai plein de dates partout en France. Si vous tapez Anthony Lemoigne sur Google, le deuxième lien, ça doit être mon site internet et à la page stage information, vous avez toutes les dates de programmées pour 2022, 2023. C'est accessible à tous, encore une fois. J'ai des gens qui arrivent sur les stages et qui n'ont jamais mis de harnais à leur chien ni de baudrier. Donc moi, c'est juste l'extase parce que ma mission à la fin du week-end, c'est qu'ils disent « Ouah, je veux faire ce sport-là ». J'ai jamais échoué jusqu'alors, donc j'en suis content. Donc encore une fois, c'est ouvert vraiment à tout le monde pour découvrir ce sport. Et donc c'est sur les week-ends de stage, globalement, il y a une partie pratique que je dirige et que je filme le samedi et le dimanche matin. Et puis l'après-midi, c'est le samedi après-midi et dimanche après-midi, 2 parties théoriques de 3 heures où on aborde tous les sujets, hydratation, massage, alimentation, matériel, entraînement, enfin voilà, tout ce qu'on peut aborder. Et Dieu sait que les 2 fois 3 heures, c'est trop court. Et puis les gens repartent avec des outils digitaux que je leur envoie, des webinaires que j'ai fait pour que finalement ils repartent avec un maximum d'outils individualisés pour progresser dans leur bidon. Voilà, donc n'hésitez pas, venez, contactez-moi, même si dans votre club vous n'êtes pas, vous êtes juste un groupe, vous n'êtes pas un club et vous êtes 10, 15 personnes qui souhaitaient vous regrouper pour faire un stage, moi je viens. À partir du moment où il y a des chiens et de la bienveillance, pour moi, je me déplace sans problème. Voilà. De toute façon, encore une fois, on mettra le lien aussi dans la description, comme ça vous pourrez tout retrouver directement en cliquant sur les liens. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton partage, c'était super inspirant et riche d'informations, donc encore une fois, merci. Ouais, j'allais dire plaisir partagé, et surtout merci de à chaque fois donner une fenêtre ou en tout cas une opportunité de parler de ces sports-là qui se démocratisent de plus en plus, qui étaient confidentiels mais qui se développent de plus en plus. Et c'est important de communiquer pour que les gens découvrent et comme tu l'as dit à plein de reprises, finalement démarre avec les bons outils et les bonnes bases et surtout en connaissant les erreurs à éviter. C'est déjà un bon point de départ quand on sait les erreurs à éviter. Donc merci à toi. Je t'en prie. D'après ce que j'ai compris, au final, cette interview n'est qu'une introduction au stage que tu proposes. Donc vraiment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver Anthony pendant ses stages. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.